Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur les jeudis Immo Info. Donc du coup ce jeudi, on va recevoir Christophe Lecampion d'Empruntis qui va nous parler donc des taux d'intérêt des prêts, des conditions du prêt à taux zéro pour 2025, enfin de l'actualité de tout ce qui est en rapport avec les prêts. Donc je vois qu'il y a encore pas mal d'inscrits qui sont pas arrivés. Donc je pense qu'on va attendre 5 minutes avant de démarrer réellement la visio, voir si les retardataires se connectent direct derrière. Donc on va reprendre à 9h35. Donc je vous dis à tout à l'heure dans 5 minutes. Lance l'enregistrement. Ah ouais, je suis dessus. Voilà. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. On reçoit aujourd'hui Christophe Lecampion, qui est un peu notre référent taux d'intérêt des crédits immobiliers, donc qui est sur Aix-en-Provence dans le réseau Empruntis, donc un des numéros 1 du courtage en crédit en France. Donc tous les mois, on reçoit donc Christophe pour nous faire un peu le point sur les taux d'intérêt des crédits immobiliers, parce qu'on est énormément concerné par la baisse des taux, parce qu'aujourd'hui on est plutôt sur de la baisse de taux que sur de la hausse, donc fort heureusement, ça va nous permettre de soutenir un petit peu l'activité. Et donc Christophe nous fait une fois par mois une petite évolution sur les nouveautés dans l'univers du crédit immobilier, et notamment sur les taux d'intérêt. Et aujourd'hui, en plus, il va essayer de nous faire un petit point, mais bon, je sais que c'est un peu, on avait programmé à l'avance la date d'aujourd'hui par rapport à la loi de finances 2025, mais on sait tous qu'au niveau du gouvernement, il y a des petits couacs, et donc Christophe va essayer de nous faire un petit peu le point pour savoir ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas qui va arriver. Alors on sait tous on a tous entendu parler est-ce que le taux zéro va arriver dans l'ancien ou va revenir dans l'ancien, etc. Donc Christophe nous fera un petit point. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à poser des questions une fois que Christophe aura fini son déroulé, et sur le chat ou prenez le micro. Et en tout cas, voilà, si vous avez des points précis, des sujets, des dossiers que vous avez en cours, où il y a des difficultés, où il n'y a pas de difficultés, n'hésitez pas à intervenir. On est là pour vous donner un large avis, partager l'expérience des uns et des autres, pour qu'on essaye tous de notre coin de faire plus de chiffre d'affaires, parce que ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est de faire du chiffre d'affaires et des ventes, et que les ventes aillent au bout du bout, c'est-à-dire s'actent, et qu'on touche nos commissions. Voilà. Christophe, on va te laisser la parole. Je vais charger le support. Voilà. Bonjour à tous, content d'être avec vous ce matin. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me représente, je suis Christophe Lecampion, j'ai été banquier pendant plus de 20 ans, à des postes de directeur d'agence et gestionnaire de clientèle privée et professionnelle. J'ai rejoint le réseau Empruntis, qui est un réseau national. Donc on est le numéro 2 en France, pas le numéro 1, on est le numéro 2, mais c'est déjà pas mal, derrière la CAFPI. Et donc je peux financer sur tout le territoire français et même sur les îles Réunion, Guadeloupe, Martinique, etc. Alors, si je peux. Donc voilà, comme je vous le dis, Empruntis est un réseau national, donc présent sur tout le territoire. Il y a à peu près 130 agences à ce jour, avec à peu près, je pense, 1500 collaborateurs, non, 600 collaborateurs experts sur tout le territoire. Les différents métiers qui sont proposés par Empruntis et par moi-même, du coup, c'est le crédit immobilier, hein, c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est pouvoir financer vos clients qui sont intéressés par des biens immobiliers. On fait l'assurance de prêt et on fait des regroupements de crédit. Regroupement de crédit, c'est pour permettre à vos clients d'améliorer leur capacité d'emprunt et ainsi leur permettre de nouveau d'acheter un bien immobilier quand c'est un peu serré. Les projets s'adressent aux primo-accédants, s'adressent aux achats de résidences principales, résidences secondaires, résidences locatives, départ de SCPI, pourquoi pas, des besoins de trésorerie. Bref, un petit peu tout ce qui se finance. Pour tout ce qui est solutions alternatives, justement, qui sortent des réseaux bancaires traditionnels, on a des solutions
que seuls les courtiers peuvent utiliser. Un particulier ne peut pas y accéder et les banques non plus. Donc, on fait appel à certains établissements financiers en passant par nos partenaires qui s'appellent Partenaires Finance et qui nous permettent de trouver des solutions sur des typologies de clients ou de situations très, très spécifiques. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas à me contacter. Nos partenaires, c'est quasiment toutes les banques de la place pour pouvoir répondre au mieux à nos clients, que ce soit des clients très haut de gamme, patrimoniaux, que ce soit des clients professionnels, que ce soit des primo-accédants, que ce soit à Paris, en Corse, à Aix-en-Provence, puisque c'est là que je suis, bref, de partout. L'intérêt de passer par le courtier le plus tôt possible par rapport à vos clients. Nous calculons la capacité d'emprunt des clients, donc ça vous permet d'être sûr que vous faites une visite à des personnes qui ont les moyens d'acheter le bien que vous avez en portefeuille. Nous pouvons faire une attestation de faisabilité, donc c'est-à-dire un passe-crédit qui confirme le fait que les clients sont en capacité d'acheter le bien, que ce soit par leur rapport, que ce soit par leur taux d'endettement. Donc, ça vous permet à vous d'être rassuré. Ça permet aux clients également d'avoir un avis secondaire par rapport à leur banque. On a parfois des surprises avec sa propre banque. Donc, faire appel à un courtier, c'est également ça, gagner du temps et être plus efficace. Ça, je viens de vous le dire. Je vous fais un focus. Christophe m'a demandé un focus, évidemment, sur l'actualité. Des choses qui sont assez importantes. Déjà, la chose à retenir très importante, c'est que les points sont positifs. L'actualité est positive. Ça fait du bien. L'année 2024 n'a pas arrêté de s'améliorer sur les banques qui veulent faire des prêts à des clients. Sur les taux qui ont baissé, Christophe l'a dit, on était à plus de 4,5. Aujourd'hui, on est plus près des 3%. Donc, faire appel à un courtier, c'est vraiment important puisque d'une banque à une autre, on peut avoir des écarts de taux très importants. Et un écart de taux de 0,20, de 0,30, ça permet à un client de pouvoir acheter ou de ne pas acheter par rapport à sa capacité d'emprunt. Donc, c'est très important de trouver la meilleure banque au meilleur taux pour vos clients. Pour ce qui est de l'actualité là sur le dernier trimestre, j'ai eu hier et avant-hier des annonces de certaines banques qui nous annoncent encore des baisses de taux de 0,10, de 0,15 en fonction des banques. On a un partenaire notamment là qui sort sur cette fin d'année un taux à 3,15% hors assurance sur 25 ans, avec en plus en bonus un taux pour les primo-accédants à 1% sur 10% du projet. Par exemple, vous faites un prêt de 200 000 euros, vous pouvez faire 20 000 euros à 1% et 180 000 euros à 3,15%, ce qui fera un taux moyen de moins de 3%. Donc, de nouveau, on arrive au taux à 3%, voire moins sur certains profils, sur certains clients. Donc, je pense que pour vous, c'est vraiment un point très important. Les gens disent toujours, ils attendent la baisse des taux. On y est, les taux ont baissé. On ne va pas aller beaucoup plus bas, ça va se stabiliser. Donc, c'est maintenant que les gens doivent acheter. On est redevenu historiquement sur des taux qui sont très, très intéressants. Mais voilà, faire appel au bon courtier permet d'avoir le meilleur taux parce qu'aujourd'hui, il y a encore des banques qui peuvent vous proposer du 3,50, 3,60, 3,70. Donc, l'écart peut être vraiment très important. En fait, on arrive en fin d'année, il y a certaines banques qui n'ont pas atteint leurs objectifs. Donc, elles réouvrent un petit peu les vannes et c'est peut-être le moment justement de faire passer des dossiers qui des fois peut-être sont borderline au niveau des taux d'intérêt, etc. Donc, et du taux d'endettement. Donc, je pense que c'est peut-être le moment effectivement d'envoyer un maximum au courtier pour justement essayer d'avoir des offres de prêt avant le 31/12. Donc là, tu as raison, Christophe. Certaines banques n'ont pas fait leurs ambitions 2024 en termes de prêt immobilier, puisque l'année a été quand même compliquée, vous le savez. Il y a eu certes reprise, mais les gens n'ont pas été très vendeurs ou très acheteurs en fonction. Donc, le nombre de transactions a quand même été plus bas cette année. Donc, les banques n'ont pas fait leur quota, entre guillemets, de prêt immobilier. Donc, elles veulent bien finir l'année, mais également, elles veulent lancer leur année 2025, puisqu'un dossier monté aujourd'hui, ça sera quand même plus sur une signature début 2025. Donc, elles veulent bien lancer l'année 2025 pour ne pas perdre de temps. Donc, elles sont agressives de suite. Et vous, c'est un discours que vous pouvez tenir auprès de vos clients. Petit rappel sur les points qui sont assez importants pour vous quand vous faites votre découverte client, pour pas que ça soit rédhibitoire. Et n'oubliez pas qu'en cas de doute, vous pouvez me contacter par téléphone, par mail. L'âge des clients.
Parfois, on peut s'auto-bloquer en disant les clients sont peut-être trop vieux, ils ont déjà 65 ans ou 55 ans ou 60 ans, j'en sais rien. Notez qu'il y a 2 critères qui sont importants pour les banques. C'est d'une part la capacité d'assurer son client. Les assurances des banques vont jusqu'à 75 voire 80 ans. Donc, on peut trouver des solutions pour assurer les gens jusqu'à 80 ans. Donc, ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est s'assurer que les personnes auront la capacité de rembourser. Donc, s'ils sont proches de la retraite, il faut faire une simulation sur leur retraite, donc sur leur futur revenu, pour voir si l'endettement est respecté. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. C'est possible. De plus en plus de personnes âgées font des prêts, changement de situation, changement de projet, prêt relais. Elles vendent leur maison pour acheter un appartement, par exemple. Ça, c'est des choses assez courantes qu'on est capable de faire en tant que courtier. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Là, je n'ai pas rédhibitoire, mais voilà, c'est intéressant pour vous de le savoir. La profession et le statut. Comme vous le savez, les personnes peuvent être en CDI, c'est entre guillemets le Graal, parce que pour la banque, c'est toujours plus simple, même si le CDI est parfois une illusion. Vous pouvez vous faire licencier du jour au lendemain, même en CDI. Mais bon, la banque est encore très, très impactée par ça et préfère toujours un CDI. Mais elle prête également à des personnes qui sont en CDD, qui sont en intérim. Le tout, c'est de savoir depuis combien de temps elles sont en CDD ou en intérim. Les fonctionnaires, c'est toujours une valeur également assez appréciée par les banques pour la stabilité et cette fois la garantie du travail sur la durée. Vous pouvez être indépendant, bien sûr, profession libérale, artisan, commerçant, chef d'entreprise. Le tout, c'est de savoir quel est votre statut, auto-entrepreneur, SASU, SARL. Voilà. Quel est votre statut? Depuis combien de temps vous êtes Christophe, une question. Ah, oui. Je t'entends plus, Christophe. Tu m'entends? Là, je t'entends. Oui. Je dis une question parce qu'il y a pas mal de négociateurs immobiliers qui sont sous le statut du portage salarial. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu, si tu as eu déjà des exemples? Alors, le portage, pareil, c'est un nouveau statut assez récent quand même. J'ai un prêt en ce moment sur du portage salarial. C'est plus complexe. Toutes les banques ne sont pas habituées à ce statut-là, même les maisons de l'habitat. Néanmoins, ça se fait. C'est pas rédhibitoire. Il faut voir encore une fois, est-ce que c'est un portage salarial en CDI? Est-ce que depuis combien de temps il a son CDI? Est-ce que c'est un statut cadre, pas cadre? Il est en partage de quelle société? Pour quelle société? Voilà, il faut vraiment lire le contrat. Là, encore une fois, le plus simple, c'est de vous rapprocher de moi pour que j'étudie le contrat et que je me renseigne en cas de doute auprès de mes partenaires. Mais là, je suis en train de faire un dossier actuellement sur un client qui est en partage salarial en CDI depuis 2022. Donc voilà, ça fait 2 ans et demi à peu près. Et la banque est OK pour le faire, mais toutes les banques ne sont pas OK. Donc, tu as raison, c'est spécifique, c'est bien de me demander. Alors, juste pour rebondir sur le portage salarial, donc pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, nous ferons intervenir Frédéric Camus de FCI, qui est le numéro 1 du portage salarial en France. Et encore une fois, c'est un statut que certains connaissent depuis très longtemps. Et c'est un statut que peut solvabiliser, entre guillemets, les agents co, les entrepreneurs individuels, notamment dans l'immobilier. Donc, on fera intervenir Frédéric Camus qui expliquera un petit peu comment ça fonctionne et comment il reconstitue en bulletin de salaire les commissions des négociateurs. Voilà. D'accord. C'est la petite aparté. Merci. Donc voilà, donc en tout cas, tout ça pour dire que la profession, le statut du client est très important. Pareil pour calculer sa rémunération nette, est-ce qu'il y a des primes, des variables pour un commercial? Il y a des règles de chaque banque, elles ne sont pas les mêmes. Mon rôle, c'est moi de les connaître, ou en tout cas de me renseigner pour les avoir. C'est souvent des moyennes sur 1, 2 ou 3 ans. Bref, vous pouvez poser des questions pour avoir une idée à peu près de ce que votre client fait et si ça peut poser un problème. Et après, moi, mon rôle, c'est de valider le fait que ce soit possible et dans quelles conditions. Et l'apport, je rappelle également que l'apport, qu'on appelle apport et qui n'est pas vraiment un apport, quand on dit qu'on apporte 10% d'apport, c'est pour payer simplement les frais. Frais de notaire, frais de garantie, frais de la banque, frais du courtier. Donc 10%, c'est à peu près l'enveloppe qu'il faut prévoir pour un achat immobilier. On peut, sur certaines conditions, faire des prêts sans apport.
mais c'est vraiment à la marge parce qu'il n'y a pas beaucoup de banques qui le font et ça dépend vraiment, c'est pour les primo-accédants souvent. Donc il faut être vigilant à ça, mais encore une fois, vous pouvez m'interroger. C'est pas rédhibitoire, mais voilà, c'est mieux de le faire. Alors, il y a mon chien qui est en train de mourir. Qu'est-ce que tu fais? Pardon. Rappel également, on en a parlé la dernière fois, le DPE. Le DPE, ça devient un point très très important. La banque le demande systématiquement dès la faisabilité, savoir si le DPE est ABC ou plutôt FG. Si le DPE est FG, ça peut être vraiment négatif et pour la négociation du taux, voire même pour le crédit. Alors que ABC, on peut avoir des avantages sur le taux, sur la négociation. Donc voilà, les banques ont mis en avant ce point pour que les conditions de prêt soient encore plus favorables. Donc, pensez bien à faire suivre cette information quand vous me contactez, parce que moi, ça peut avoir un vrai impact, positif ou pas, mais ça peut avoir un impact. Action logement. La dernière fois, je vous ai fait tout un focus sur l'action logement. Là, j'ai juste rappelé rapidement qu'il ne fallait pas oublier d'en parler à vos clients, hein, ceux qui achètent dans le neuf ou ceux qui achètent des logements déjà HLM. Ils ont le droit à un prêt action logement sous certaines conditions à vérifier, mais ça va très vite sur le site. Et c'est 30 000 € sur 25 ans à 1%. Donc, c'est quand même pas négligeable et je pense que vos clients seront reconnaissants si vous leur en parlez parce que certains promoteurs n'en parlent pas. Ce dont Christophe a parlé, et donc j'ai été chercher les infos pour vous d'après tout ce que j'ai pu apprendre de par Empruntis ou de par les différents médias. Le projet n'est pas encore signé pour la loi de finances 2025, mais pour ce qui concerne le prêt à taux zéro, et là ça vous concerne, et là c'est quand même assez intéressant de le savoir, c'est que évidemment le prêt à taux zéro va être maintenu sur 2025, mais ce qui est plus important, c'est qu'il va être maintenu il va être élargi, étendu sur tout le territoire, que ce soit pour des appartements, mais également pour des maisons. Chose qui avait été annulée cette année. On n'avait plus les maisons. Là, les maisons vont de nouveau redevenir éligibles au prêt à taux zéro et les territoires seront beaucoup plus larges puisque tout le territoire sera concerné. Il faut juste attendre de voir les montants, la part de l'investissement. Mais ça va quand même engendrer, je pense, un élan positif pour que les gens se projettent sur un investissement, donc soit dans l'ancien, soit dans le neuf. Il y a des mesures également qui sont à l'étude pour l'ancien, pour peut-être aussi soutenir ceux qui sont notamment primo-accédants dans l'ancien. Donc, dès que j'aurai plus d'informations, je vous en ferai part lors de la prochaine visio. Mais voilà, pour l'instant, ce qui ressort, c'est vraiment ça, le prêt à taux zéro sur 2025 sur tout le territoire, sur les logements collectifs neufs, mais également sur les maisons individuelles. Je vous ai remis le support que je vous avais préparé la dernière fois et j'ai mis à jour avec les taux de décembre 2024 et avec la capacité qu'il fallait, le salaire qu'il vous fallait pour emprunter 400 000 €. Donc voilà, cette grille pour vous peut être un outil de négociation et pour convaincre vos clients, pour dire certes on a eu des taux à 1 et 2, maintenant ça fait plus de 2 ans, ça fait 2 ans, 2 ans et demi. On est monté à 4,5, on est redescendu à 3,15, bientôt 3 je pense. Ça vous permet, vous, en un coup d'œil, de savoir quelqu'un qui veut acheter un bien à 250 000 €, quel salaire, quelle mensualité ça représente, quel salaire ça représente. Donc, pour vous, je pense que ça peut être un outil intéressant de vous rendre compte si au niveau des salaires que les clients vous annoncent, est-ce que c'est cohérent ou pas. Et je vous ai fait le deuxième support que je vous avais donné la dernière fois, qui vous permet, avec le salaire de votre client, de tout de suite calculer la mensualité maximale qu'il peut avoir et le prêt maximal qu'il peut avoir sur 25 ans, 20 ans, 15 ans, etc. Donc ça, ce support-là, j'ai beaucoup de partenaires immobiliers qui s'en servent au quotidien. En entretien, voilà, vos clients ils disent voilà, j'ai pas encore été voir ma banque, j'ai pas été voir mon courtier. Bien sûr, le mieux c'est de me les mettre en relation, mais vous déjà pour avoir une première idée, vous savez qu'ils gagnent 5 000 €, vous regardez à gauche 5 000 € sur 25 ans, ça vous fait une capacité d'emprunt de 330 000 €, 330 000 € auxquels vous pouvez rajouter l'apport s'il excède les frais. Donc, en un coup d'œil, vous avez tout de suite votre enveloppe et vous pouvez dire, voilà, je sais que je peux faire visiter le bien à 350 000 € par exemple. Donc, je pense que pour vous, ça peut être vraiment un outil à avoir
près de vous. Vous avez mon mail et mon téléphone dessus pour me contacter si jamais il y a une question ou quoi que ce soit, ou un doute. C'est fait pour ça. Voilà, pour moi, j'ai fini ma présentation. S'il y a des questions, je vais aller voir le chat. Je suis à votre disposition pour y répondre. Juste avoir un financement acte en main. Donc, déjà, peut-être rappeler ce que c'est qu'acte en main. Si Jean-Michel, s'il veut bien intervenir, peut-être directement ouvrir son micro. Et ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, acte en main, c'est-à-dire un financement à 110%. Je résume, je schématise. Est-ce qu'on peut aujourd'hui obtenir un financement avec les frais de notaire? Le prix d'acquisition plus les frais de notaire. Ça existe encore. Alors, peu de banques le font. Je dois en avoir 2 ou 3 maximum qui sont OK pour le faire. Après, c'est toujours pareil. Il faut voir les conditions. Bizarrement, c'est plus simple pour quelqu'un qui a de l'argent de faire du 110%. Parce que la banque va dire, OK, on lui finance les frais, mais il les a. C'est plus sécurisant que dire, je les finance, il les a pas, et s'il y a le moindre pépin, on est mal. C'est toujours une histoire de calcul de risque. Donc oui, il y a des banques qui font du 110%. Ça peut être la Caisse d'épargne, ça peut être la Banque Postale, ça peut être le Crédit Agricole. Voilà, typiquement, c'est les banques qui peuvent faire du 110%, mais c'est toujours à étudier par rapport au taux d'endettement. On va être plus exigeant avec le taux d'endettement. Ça peut être le type de travail qu'ils ont. Ça peut être l'épargne qu'ils ont. Voilà. Oui, c'est faisable, mais pas pour toutes les banques, et ça dépend des conditions. Encore une fois, n'hésitez pas à me solliciter et je pourrai rapidement, par rapport aux critères de vos clients, vous dire si oui ou non c'est réalisable. Ok. Est-ce que, alors, pour des questions que j'ai eues moi dans la semaine, que j'ai tout le temps, est-ce que la durée maximum est 25 ans? La durée maximum est toujours de 25 ans, 27 pour le neuf, 25 ans de remboursement plus 2 ans de différé pour le temps du décaissement. Mais oui, c'est toujours 25 ans légalement en France. D'accord. Après, question sur le. Enfin, j'ai eu pour un crédit in fine, est-ce qu'au niveau comment est calculé le taux d'endettement? L'avantage du crédit in fine, c'est que vu qu'il n'y a que les intérêts et l'assurance pris de mensuellement, c'est-à-dire qu'en termes d'endettement, on est tranquille, logiquement. Après, ce qu'il faut voir, c'est quand vous allez rembourser ce prêt in fine, donc au bout de 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça dépend de la durée du prêt in fine, par quel moyen vous allez le solder. Donc là, la banque va vraiment sécuriser au niveau de la garantie plus qu'au niveau de l'endettement. Mais l'endettement est calculé juste par rapport aux intérêts et à l'assurance. Donc ça, c'est l'âge. Le capital de départ pour placer. Exactement. Soit par rapport au capital de départ, soit par rapport à un actif que vous avez en termes d'immobilier. Vous dire, voilà, j'ai un actif, je dis n'importe quoi, de plusieurs biens pour 2 millions d'euros. J'ai besoin d'un prêt in fine de 300 000 euros ou 400 000 euros pour un investissement. Bon, voilà, la banque n'est pas inquiète. Elle sait que il faut garder souvent un ratio hypothécaire de 50 ou 60% en fonction des partenaires. Mais vous serez en mesure de solder dans 10 ans votre prêt in fine parce que vous avez le patrimoine pour. Donc, le tout, c'est de l'argumenter, c'est de l'expliquer. Mais c'est une des solutions, notamment pour les clients patrimoniaux qui ont beaucoup d'immobilier, mais qui, en termes d'endettement, avec les nouvelles règles d'endettement, sont bloqués. Et le crédit in fine permet de répondre à des besoins pour cette clientèle-là. Juste si on parle pour les investissements locatifs, parce qu'on arrive en fin d'année, il y en a qui veulent faire encore de la Pinel, encore quelques avant le 31-12. Est-ce que tu peux résumer un petit peu comment on se calcule par rapport aux investissements locatifs, par rapport au loyer et au futur crédit? Est-ce que expliquer que le différentiel ne fonctionne plus? Voilà. Il y a eu pendant une période, et pas pour toutes les banques en plus, mais pour la plupart des banques, une règle qui s'appelle le différentiel foncier. Différentiel foncier, c'est assez simple. Vous achetez un appartement de 200 000 euros, ça vous coûte 1 000 euros par mois en termes de prêt. Vous arrivez à le louer 800 euros. La banque retenait que les 200 euros d'écart dans l'endettement, ce qui permettait vraiment d'enchaîner les investissements immobiliers. Vous n'étiez vraiment pas bloqué. C'était vraiment magique pour les investisseurs. Sauf que depuis maintenant presque 3 ans, ils ont interdit cette pratique parce que
elle est avantageuse pour pouvoir emprunter, mais par contre, quand il y a un grain de sable qui se met dans le rouage, ça peut vite prendre des proportions assez inquiétantes. Du coup, les banques se sont ravisées et il y a eu une loi qui fait que c'est interdit. Maintenant, le calcul d'endettement, c'est un endettement classique. C'est-à-dire qu'on va prendre votre loyer, qu'on va rajouter à vos revenus, et encore, on va le minorer. Souvent, il est à 80%. Donc là, si mon exemple, vous étiez à 800 € de loyer, on va prendre 80% de 800 € qu'on va ajouter à votre revenu. Par contre, la charge du prêt immobilier rentre dans les charges et du coup, forcément, ça va vraiment peser sur votre endettement. Et ça, c'est un des points très négatifs pour les investisseurs parce que ça limite vraiment la possibilité de développer un patrimoine immobilier. Très bien. Il y a Patrick qui demande sur le chat, est-ce que le fait qu'on fasse la découverte, qu'on fasse pas ou mal la découverte acquéreur par rapport à la capacité d'emprunt peut rentrer dans les RC Pro et peut impacter notre défaut de conseil. C'est-à-dire que, est-ce que effectivement, si on se renseigne mal sur l'acquéreur et sur sa capacité de financement, on peut être retoqué et là, je pense que l'outil il sert juste à vous à donner un budget. C'est pas à faire signer, suite à ça, parce que les gens, vous leur demandez combien ils gagnent, ils disent ouais, je gagne à peu près 2000, mais entre le brut, le net, les primes, pas les primes, il y a beaucoup de choses à vérifier. Mais vous, ça vous permet juste d'avoir une enveloppe approximative. Après, bien sûr, et ça, je pense que vous vous y attachez. Force à vous de conseiller le client, soit de se rapprocher de sa banque pour avoir une validation du budget, soit encore mieux de se rapprocher du courtier pour avoir une attestation de faisabilité, où là, je ne fais aucune étude sans document. Toutes mes études sont basées sur les relevés de compte, les avis d'imposition, les bulletins de salaire, les contrats de travail. Et donc, je ne peux pas faire n'importe quoi. Et donc, à partir du moment où je vous sécurise, derrière, votre défaut de conseil ne peut pas être mis en cause. Vous, le support, c'est juste pour vous aiguiller à trouver le budget quand les personnes sont vraiment, ils arrivent chez vous, ils n'ont aucune information. Juste pour Patrick, nous, dans l'ensemble des réseaux que l'on a dans le groupe, systématiquement, un acquéreur ou un compromis, il y a une attestation d'un courtier ou d'une banque avec un avis favorable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas justement revenir derrière, parce que le dossier il a tenu 4 mois ou 5 mois ou 6 mois en haleine le vendeur, et venir nous chercher des noises parce que non, on a le dossier, on a le document du courtier ou de la banque du client, parce que c'est sur la banque du client. Donc, ça devait passer, mais bon, finalement, pour X, Y raison, ça passe pas. Mais au moins, on a le justificatif qu'on a fait notre travail de découverte financière, et à ce moment-là, le risque est quasiment de zéro. Mais bon, on a eu très peu, depuis fort longtemps, très peu aucun souci même de défaut de conseil par rapport à la découverte financière. Oui, normalement, c'est pas à vous qu'on va s'en prendre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Sinon, on va peut-être encore une ou deux questions. Est-ce qu'aujourd'hui, Christophe, les crédits sont transférables et est-ce qu'on peut faire des crédits hypothécaires? C'est des questions lancinantes qui reviennent à... Deux questions totalement différentes. Non, les crédits ne sont plus transférables. Ils l'ont été il y a un certain temps, dans ma jeunesse. Ils étaient encore transférables, ils ne le sont plus. Les banques, voilà, c'était pas dans leur intérêt parce que quand les taux baissent, les gens font renégocier leurs taux. Quand les taux montent, bien sûr que non. Et donc, une fois qu'ils vendaient un taux bas, s'ils transféraient, en fait, ils n'avaient plus jamais de capacité d'être rentables. Donc, ça a été, dans toutes les conditions générales des prêts, ça a été annulé. Donc, je ne pense pas qu'il y ait encore sur le marché des prêts qui soient transférables. Ça ne se fait plus, en tout cas, dans les nouveaux prêts, ça c'est évident. Et dans des vieux prêts, peut-être, mais normalement, ça n'existe plus. Donc, la réponse est non, à 99%. Pour ce qui est des prêts hypothécaires, bien sûr que les prêts hypothécaires se font encore, mais c'est généralement par des banques non traditionnelles, pas par les banques habituelles, Société Générale et autres. C'est plus par des banques spécialisées avec qui je travaille. Il y en a quelques-unes qui font du crédit hypothécaire, qui sont spécialisées là-dedans, parce que c'est vraiment un métier à part, une étude à part, mais oui, ça se fait, évidemment. S'il n'y a pas de questions, on va te remercier. J'ai vu passer, j'ai pas eu le temps de regarder là de vraiment lire les articles. Il paraît qu'en fin de crédit, dans les crédits immobiliers, alors c'est pas une question piège parce que j'ai pas la réponse, donc
Je sais pas. Et je sais pas si toi tu vas avoir la réponse, mais en tout cas, je vais aller creuser un petit peu. Il paraît qu'on peut demander à la fin du crédit immobilier, si on a fait un crédit sur 15 ans ou sur 20 ans, on peut demander à la banque de nous reverser une partie, enfin quelque chose, mais il faut que je retrouve l'article. Ah, j'avais vu une fois passer un article sur ce sujet-là. Moi, je l'ai jamais vu dans le monde de la banque. En plus de 20 ans, j'ai jamais vu ça. J'avais lu en effet un article sur un mode de calcul, Oui, c'est ça. un mode de calcul du taux qui fait qu'il y aura un petit delta et que cumulé sur 15 ans, 20 ans ou 25 ans, franchement, je pense que les banques en général, leurs contrats sont quand même bien bordés, bien sécurisés. Je ne sais pas trop dans quelle mesure il faut parler de ça, je pense pas. Ce qu'il faut dire, c'est que quand vous faites un prêt, il y a une prise de garantie qui est faite par la banque, que ce soit une hypothèque ou un organisme qui se porte caution. Certains organismes qui se portent caution, tels le Crédit Logement, par exemple, vous restituent, quand vous avez soldé votre prêt, telle une caution, une part de cette caution. Ça, c'est concret. Ils vont restituer à peu près 70% de la caution, contrairement à une hypothèque où vous ne récupérez rien. Voilà, ça, c'est par exemple un point concret sur ce que vous pouvez récupérer en fin de prêt. Des choses aussi importantes, c'est les indemnités de remboursement anticipé. Quand vous remboursez par anticipation un prêt immobilier, la banque, dans ses conditions générales, va vous facturer 6 mois d'intérêt. C'est-à-dire que les 6 mois d'intérêt voilà, vous avez arrêté votre prêt en janvier 2025, et ben de janvier 2025 à juin 2025, il y avait des indemnités prévues. La banque va vous les prélever en termes de pénalité, sauf si cela a été négocié en amont. Donc, ça fait partie de mon job également, sous certaines conditions, de négocier cette condition-là, qu'il faut connaître. Les IRA. Exactement, les IRA. Où les gens disent c'est 3% du capital restant dû, c'est pas vrai, c'est pas 3% du capital restant dû, c'est 6 mois d'intérêt avec un plafond de 3% du capital restant dû. Et avec les taux du marché, on est normalement bien en deçà de ce montant-là. Et est-ce que ces indemnités de remboursement anticipé s'appliquent même en cas de vente? Normalement, ça s'applique de manière générale pour tout. Après, si on a réussi à les négocier en amont, elles peuvent être exonérées, sauf en cas de rachat concurrence. Souvent, ils se protègent, ce qui est à peu près normal. La banque dit « OK, on vous exonère des IRA, sauf en cas de rachat concurrence ». Mais normalement, les IRA, les indemnités de remboursement anticipé, vous les avez dans tous les cas à partir du moment où vous soldez votre prêt. Après, c'est de la négociation, hein. Tu perçois 1 million sur ton compte, tu soldes ton prêt de 200 000, il te reste 800 000 à placer. Je pense que tu vas dire, écoutez, vous ne me prenez pas les IRA et du coup, je peux placer avec vous ou pas. Après, c'est de la négo, hein. C'est du commercial après. Mais dans les conditions générales, oui, tu as les IRA. Dernière question de Max. Est-ce que les taux vont remonter en 2025 ? Pour le moment, c'est compliqué de le savoir. On nous parle plus de stabilité. Là, comme je vous l'ai dit, par les taux, on n'est pas loin du 3, hein. Franchement, on frôle entre 3 et 3,15 pour les meilleurs dossiers, les meilleurs profils. On parle plus de stabilité sur ce début d'année 2025. On voit que l'OAT 10 ans, il n'a pas chuté, hein, il est toujours autour des 3 et quelques. Donc, il n'y a pas de signe qui dirait que soit ça monte, soit ça descend. Donc, voilà, on va rester prudent, on va rester attentif, hein, on n'a pas la maîtrise de tout. En fait, je pense que Max est en train de poser la question à demi-mot par rapport au fait que est-ce que le budget passe, il n'y aura pas de souci, les taux vont continuer à baisser. Si le budget du gouvernement ne passe pas, s'il y a un shutdown, les taux obligataires français risquent de flamber. Est-ce que là, ça va faire un emballement de la bulle? De toute façon, c'est clair que les banques sont liées à ça. Aujourd'hui, elles ont vocation à vouloir faire du prêt, donc minimiser leur marge pour faire du crédit, mais elles ne feront pas de la vente à perte, comme ça a pu être le cas en 2023. Du coup, si les taux montent parce que le budget n'est pas tenu, parce que la France est décotée, perd sa note encore, sa note est dégradée, forcément, il y aura un impact et les taux remonteront. Pour information, je parlais avec un non-résident français, mais qui est français, qui vit à Londres, qui a un projet d'achat immobilier. Là-bas, il y a 1 point de plus à peu près en termes de taux immobiliers. Donc, les taux français sont bons, hein. Et l'Angleterre, c'est pas le pays le plus cher en plus. Mais on reste plus bas. Pourtant, l'Angleterre se porte plutôt bien, le Royaume-Uni. Mais ils empruntent entre 3,80 et 4 aujourd'hui.
Donc, est-ce que nous, on va remonter? Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on nous dit, mais les banques sont soumis au budget, à la note de la France, etc. Donc, aujourd'hui, c'est trop tôt pour le savoir. Mais par contre, par rapport à vos clients, vous pouvez dire que les taux actuels de 3% sont bons. On est revenu à des bons taux et que la stabilité, voilà, c'est ce qui est prévu sur les semaines à venir. On ne peut pas avoir beaucoup plus de visibilité, mais que le risque que ça remonte un peu n'est pas totalement exclu. Du coup, s'il y a une bonne affaire, ne pas hésiter à la saisir. Après, pour faire un peu de macroéconomie et un peu de commercial, si on explique à nos clients que justement que les taux ils auront bien rebaissé et que par contre ça risque d'augmenter, ça va peut-être déclencher l'acte d'achat. Donc déjà, c'est un moyen entre guillemets de pression de repartir avec une offre et avec peut-être une vente supplémentaire additionnelle. Donc c'est un argument aussi de poids. Après, au niveau macroéconomique, on est dépendant et effectivement, si l'OAT passe à 5% ou à 6%, forcément les taux d'intérêt vont augmenter. Donc ça, mais bon, là, c'est sa boule de cristal, on ne peut pas le dire, on va le savoir d'ici une quinzaine de jours. Mais déjà que le gouvernement nous prend 0,5, augmente les droits de mutation de 0,5%, vous le savez, à partir du 31 décembre, les taux des frais de mutation vont augmenter. Donc, ce n'est pas l'argent que nous, on va percevoir, ni le notaire va percevoir. C'est en fait les départements et les régions qui vont toucher ces 0,5 de plus. Donc, sur les ventes de 200 000, par exemple, ça va faire 1 000 euros. Donc, bon, 1 000 euros plus 1 000 euros plus les taux d'intérêt qui augmentent, etc. Voilà, on est dans une noirceur absolue et il ne faut pas envisager 2025 comme ça. Il faut se dire que les prix vont baisser un petit peu, vont continuer à baisser parce qu'ils sont en baisse un peu sur toute la France, même sur les zones côtières, en bord de mer. Donc, à partir de là, on va se dire que 2025 va être une année positive et que de toute façon, si l'année est pire 2025 que 2024, il y en a beaucoup qui vont quitter encore l'immobilier et on va se retrouver à quelques-uns à faire de l'immobilier. Donc, le gâteau sera peut-être plus petit, mais il y aura tellement moins d'intervenants à se partager le gâteau que ça sera peut-être positif pour ceux qui résisteront à cette crise. Donc, il faut toujours voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. En tout cas, je remercie Christophe pour ses interventions régulières. Je pense qu'on le fera intervenir en début d'année, peut-être la première visio de Jeudi Imo Info, ça sera Christophe, pour justement qu'on fasse un petit point sur les perspectives 2025, les taux d'intérêt à partir de janvier 2025, puisque tous ces projets de loi et ce plan de finances par rapport au Pinel, pas le Pinel, avec les taux zéro, pas les taux zéro dans l'ancien, primo-accédant, tout sera clair, normalement, hein, je dis toujours normalement, parce que s'il y a une motion de censure, le gouvernement saute, donc là, on va être dans une période de flou absolu, et vous savez que les investisseurs, tous ceux qui achètent de l'immobilier, que ce soit résidence principale, résidence secondaire ou investissement locatif, aiment la stabilité et avoir de la visibilité et de la lisibilité sur le temps. Donc, voilà, on croise tous les doigts pour que, même si on n'est pas du même bord politique de ce que peut proposer le gouvernement, que ça passe et qu'on ait une année 2025 avec une visibilité relativement correcte et cohérente pour nous, professionnels de l'immobilier, parce que c'est maintenant qu'on prépare 2025. Hein, vous le savez, dans tous vos réseaux, dans toutes vos agences, les budgets se font maintenant, les négociations avec Se Loger, Le Bon Coin et compagnie, ça se passe maintenant. Donc, c'est important de savoir où on va en 2025. Et là, aujourd'hui, c'est encore un petit peu flou, malheureusement, pour tout le monde. Voilà. N'oubliez pas un dernier point, Christophe, si je peux me permettre. Dernier point, c'est que comme les taux, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Sachez que quelqu'un qui prend un taux à 3 aujourd'hui, qui pour moi, je pense, est un très bon taux, si les taux d'aventure venaient à baisser, il a toujours cette capacité de faire racheter son prêt et renégocier son prêt. Donc, il peut améliorer la situation. Par contre, si les taux remontent, il ne sera jamais impacté. Donc ça, c'est un vrai argument qui n'existe pas partout, également en Europe ou dans le monde. Donc le taux, il est bas en France. Et en plus, quand vous l'avez, votre taux, vous l'avez garanti sur 25 ans. Et que si vous pouvez l'améliorer, mais en aucun cas être dégradé. Donc ça, c'est aussi un vrai argument pour les personnes qui disent j'hésite, si les taux vont baisser à 2. C'est pas prévu, mais si ça arrive, vous pourrez faire racheter votre prêt ou renégocier votre prêt. Donc on l'a déjà vu historiquement, ça s'est fait. Donc vaut mieux sécure un taux à 3
parce que si ça monte à 4, tant pis. Et vous verrez sur les tableaux que je vous ai joints, je pense qu'on vous les fera suivre, vous verrez que le 1%, ça a un gros impact. Alors que si ça baisse, pour vous, c'est bonus. Vous ferez racheter, les clients feront racheter leurs prêts ou renégocier leurs prêts. Et donc, ils ne seront pas perdants. Voilà, excuse-moi, Christophe, c'était pour conclure sur une bonne note encore. Tout à fait, il faut rester positif et optimiste pour fin d'année et début d'année 2025. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous de votre présence, Christophe, énormément. C'est bien que tous les jeudis, on ait un spécialiste que vous pouvez contacter comme vous le souhaitez, et d'avoir accès, par exemple, à un courtier en financement. La semaine dernière, il y avait un avocat. Auparavant, il y a eu des spécialistes, chacun dans leur domaine. La semaine prochaine, donc on va passer en revue, parce qu'il y a beaucoup de mandataires qui se posent la question de se mettre à leur compte en agence, en présentiel physique, avec une vitrine, passer en vitré. Donc ça va nous permettre effectivement d'évoquer ce sujet. On attend la réponse d'un conseiller juridique qui est spécialisé dans ça. Mais donc on va expliquer un petit peu le chemin pour passer de mandataire à franchisé ou succursaliste ou d'agence indépendante. Donc on va expliquer ça. Dans 15 jours, M. Camus, FCI Immobilier, portage salarial sera présent et on aura fini l'année. Je vous rappelle qu'on a fait on a lancé, parce que la demande générale, la page YouTube Jeudi Immo Info. Je vous la mets sur le chat, comme ça vous pourrez voir en replay. Il y a eu beaucoup de replays et beaucoup d'interventions qui ont généré une forte demande. C'est pour ça qu'on a lancé cette chaîne YouTube. Vous avez toutes les vidéos depuis le mois de septembre, notamment celle sur l'intelligence artificielle, comment utiliser l'intelligence artificielle pour nous, professionnels de l'immobilier, sur les images, comment corriger les images, comment améliorer les images, comment refaire du texte, etc. etc. Donc, je vous invite à aller sur la page Jeudi Immo Info de YouTube, et sur la chaîne YouTube, et vous verrez un petit peu ces replays. En tout cas, voilà, c'est à disposition. Vous voyez qu'on vous donne accès à des spécialistes, vraiment, pour que vous puissiez poser des questions. Et tous les jeudis, là, on est là pour vous amener une plus-value. On n'est pas là pour se la raconter ou pour vous recruter ou pour je ne sais trop quoi. On est là pour faire monter en compétence ceux qui le veulent. Et je sais qu'il y a pas mal de réseaux qui ne laissent pas cette opportunité à leurs négociateurs, à leurs mandataires. Donc voilà, nous, on essaye vraiment pour tout le monde de monter en compétence et de vous faire des ventes additionnelles. Voilà. En tout cas, merci à toutes, merci à tous. Patrick est la preuve que les futurs mandats DPE en F ou G seront difficilement finançables au refus des banques importants, les agents immobiliers. Ben oui, parce que, alors, dernière question, Christophe, après on t'embête plus. Est-ce que les banques financent aujourd'hui du F ou du G, et en plus pour de l'investissement locatif? Ça peut. Les banques, j'ai pas dit que les banques refusaient systématiquement. Certaines peuvent refuser, mais il y en a toujours qui financent. Par contre, en termes de négociation de taux, c'est un critère maintenant qui rentre en ligne de compte. Et donc, moi, je sais qu'il y a une banque notamment qui fait une décote de 0,20 sur ABC, et avec lesquelles on ne peut pas négocier du tout le taux sur F et G. Et du coup, l'écart, il peut être vraiment important, parce que 0,20 de décote plus une négo de 0,30, 0,40, des fois je peux avoir du 0,50, 0,60 de décote sur le taux de base. Et là, on ne l'a pas du tout. Donc, l'écart ça se fait, mais c'est moins intéressant, et il y a certainement qui ne feront pas. Donc, oui, c'est faisable, mais c'est moins cool. Mais il y en a d'autres qui peuvent financer des travaux pour améliorer le DPE, et du coup, ça peut compenser. Donc, voilà, ce n'est pas rédhibitoire. C'est pour ça que je vous dis souvent que chaque cas est différent. C'est du cas par cas. Mais voilà, je sais qu'il y a la banque, la BNP, pour ne pas la citer, qui finance les travaux d'amélioration du DPE avec un taux très intéressant. Et du coup, ça peut aider aussi le financement. Il y en a d'autres qui bloquent, d'autres qui aident. Voilà, c'est du cas par cas. Il n'y a rien de rédhibitoire en vrai. Hein. Voilà, j'en avais parlé pour les frais de notaire. Il n'y a rien de rédhibitoire, mais il faut trouver la solution et bien checker en amont et pas perdre de temps par rapport aux clauses suspensives. Ça aussi, c'est un point important. Les clients, plus tôt on les a, plus tôt on les accompagne et plus on est sûr et sécure par rapport au fait qu'ils pourront signer dans de bonnes conditions et dans les bons délais. Merci beaucoup, Christophe, encore une fois. De rien, bonne journée à tous. À très vite, et je reste à votre disposition pour tous ceux qui ont besoin
d'éléments On supplémentaires. va remettre tes coordonnées sur le chat, comme ça au moins. Voilà. Et je vais envoyer le support. Oui, il y aura le replay. Vous allez recevoir tous le replay. Et de toute façon, vous avez la chaîne YouTube Jeudi Imo Info pour regarder le replay, les questions qui vous intéressent, et notamment le tableau avec les taux d'intérêt et les mensualités que cela va générer. Bonne journée à tous, bonne vente surtout, et à la semaine prochaine pour ceux qui seront intéressés par le sujet. Voilà, à très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.